Bienvenue à bord. Merci. Attention, 1, 2, 3. Clap. C'est Clap. parti. Ouais, je fais pas assez de clap dans la vie. Alors, nous sommes actuellement sur l'Erdre. C'est magnifique et je suis en compagnie de... Xavier. Salut Xavier. On est bien, il s'appelle comment ce bateau? Comment il s'appelle? Faudrait le baptiser, tiens, faudrait qu'on y pense la prochaine fois. Pour l'instant, il n'a pas de nom. Ça porte malheur un bateut qui n'a pas de nom. C'est vrai? Ouais, on va l'appeler Juliette. Juliette. Ouais. Oh, c'est trop cool. En plus, ma couleur préférée, c'est le rouge, avec le jaune et tout. Enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter de beau? Alors raconte-nous, on va commencer par quoi, tiens? Vas-y, tu veux qu'on commence par quoi? Je sais pas, on va pas raconter trop de bêtises. Pas trop de bêtises. Bon, on va commencer par qu'est-ce que le biome? Ouais. Pas mal, non? C'est une Ouais. bonne chose. Qu'est-ce que le biome? Le biome, c'est à la fois plusieurs espaces, c'est un collectif de personnes qui travaillent sur le Combien? biomimétisme. C'est toujours la grande question, j'ai jamais compté les personnes une par une. On va dire qu'aux alentours de 200 personnes ont collaboré et collaborent encore depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant sur ce que tu demandais tout à l'heure, le Ouais. biomimétisme. Ouais. Qu'est-ce que le biomimétisme? Donc, bio, c'est la nature, C'est mimétisme, le mimétisme du latin mimétis. Mimétisme. Non, c'est pas ça? Non, du latin bios, oui, le vivant. Et mimétisme, la ça copie. vient pas de mimétis? Ah oui, mais oui, mimétique, tout ça. Ouais. Voilà, c'est Copier copier, le vivant, ouais. c'est copier le vivant. C'est de se dire on est des feignants, pourquoi faire des choses et souffrir alors que la nature a innové depuis plus de 3 milliards et demi d'années. Elle a fait des choses bien, des trucs qui flottent, des trucs qui nagent sous l'eau, des trucs qui volent, des trucs qui sont imperméables, d'autres qui sont perméables, d'autres qui font de la chimie. On a juste qu'à la copier pour faire, essayer de faire aussi bien qu'elle. Donc c'est ça le biomimétisme. Mais nous aussi, on fait partie de la nature ou pas? C'est la grande question, surtout actuellement avec les questions autour de l'anthropocène. Et voilà, c'est des... L'anthropocène. Oula, je vais pas rentrer dans les Ah détails, c'est des sujets épineux et compliqués, Ouais. mais voilà. Est-ce que... Sur le clonage? Non, pas sur le clonage. Sur l'influence des activités humaines sur le cycle de la planète et normalement sur son climat. Voilà. C'est des grandes considérations à avoir en termes d'écologie et de préservation de la biosphère et aussi de notre survie, parce que si le reste de la nature disparaît, l'homme disparaît. Par contre, si l'homme disparaît, la nature, elle reste. Enfin bon, c'est des grandes questions philosophiques et métaphysiques. Mais en gros, le message, c'est qu'il faut préserver la nature et le vivant, ouais, dont nous faisons partie. Nous faisons partie. C'est quoi pour toi la nature? Quelle est ta relation avec la nature? Quelle est ma relation avec la nature? C'est une passion, c'est une relation passionnelle. J'adore observer les animaux, les plantes, les cours d'eau, les nuages, et d'essayer de voir en elles un peu comme un gosse, des super pouvoirs. Pourquoi ça marche et comment ça fait des trucs extraordinaires. Quel élément te fascine le plus dans la nature? Est-ce que tu as quelque chose à nous apprendre sur un élément fascinant? Sur un élément, je maîtrise pas bien les éléments, mais j'aime bien l'eau en général. Comme je suis breton. Enfin, quand je dis élément, je parle de façon vague, globale. Il y a un truc qui m'a fasciné il y a quelques années, c'est quand je me suis intéressé aux scorpions. Et c'est de voir toutes les propriétés incroyables qu'ont les scorpions avec leur exosquelette quand ils résistent à des très hautes températures. Exosquelette? Ouais, c'est le truc qu'il y a autour. C'est Ok. pas une coquille, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ces os à l'intérieur comme nous, en gros, je simplifie, mais ces os c'est l'extérieur de la bébête. D'accord. Et qu'est-ce qui est magique dans le scorpion? Il peut nous sauver? Alors on peut travailler sur le venin si on fait du médical, de la biochimie, des choses comme ça. Mais moi ce qui m'a paru dingue, c'est que son exosquelette, si on en faisait un abri, on pourrait abriter les gens en zone aride. Notamment les réfugiés, il y en a peut-être un peu beaucoup en ce moment et malheureusement il y en aura de plus en plus. Et puis si on faisait des habitats écologiques et avec des conditions de vie décentes, plutôt que dans des tentes toutes pourries, mais dans des vrais habitats, voilà. Si on s'inspire de l'exosquelette du scorpion, on pourrait faire vraiment des trucs super chouettes. Et donc toi, est-ce que tu es toi-même un expert? Et dans quelle chaîne de cette communauté tu fais quoi au sein du biome en fait? Qu'est-ce que je fous là-dedans? Ouais, qu'est-ce que tu fous là-dedans? Qu'est-ce que je fous là-dedans? J'ai lancé le biome il y a 3 ans officieusement, plus ou moins quelques semaines, et 2 ans officiellement parce que j'avais quelques projets autour de la sève de pissenlit ou des choses comme ça. Là? La sève de pissenlit, pissenlit. voilà. Et puis je voyais plein de gens qui s'y intéressaient, puis d'autres gens qui pratiquaient. Je me suis dit, ce serait bien qu'on ait des outils, des murs et une communauté avec ce qu'on appelle l'open source et des choses comme ça, les pratiques collaboratives, pour le faire à plusieurs. Parce que vouloir sauver la nature et vouloir innover pour aider les êtres humains, c'est bien. Si tu le fais tout seul, c'est très con. Et puis si tu es seul à avoir la solution, tu vas ni sauver l'environnement, ni aider les êtres humains. Donc vaut mieux le partager à plusieurs. Et c'était l'idée, voilà. Et c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans. Donc t'animes
T'animes tout ce qui se passe un peu? J'essaye d'animer, j'essaie de faire en sorte que ça perdure, j'essaye de continuer aussi les projets sur le Scorpion, sur la sève de pissenlit. Alors raconte-nous la sève de pissenlit. Ah, la sève de pissenlit. Un moment, on m'avait dit une blague d'une grosse asso qui s'appelle Génération Cobaye, qui commence à être bien connue, et il m'avait fait promettre de tenter de faire une capote en sève de pissenlit. Donc voilà, en gros, la sève de pissenlit, c'est du latex. Une capote, quel genre de capote? Une capote pour faire l'amour, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Ah, moi je pensais tout de suite je pensais aux capotes de voiture, mais... Non. Donc faire une capote, parce que dans la plupart des préservatifs aujourd'hui, il y a des perturbateurs endocriniens. Donc c'est con de se protéger des maladies sexuellement transmissibles et s'exposer à des risques de perturbations endocriniennes. Et, ça fait quoi les perturbations endocriniennes? Endocriniennes, voilà. Pour la faire court, parce qu'en plus je ne suis pas médecin et spécialiste de la santé humaine, mais il peut y avoir des risques de cancer, des risques de détérioration du système immunitaire, des choses comme ça. Mais bon, voilà, moi je suis parti du pissenlit pour faire du latex à partir de la sève de pissenlit et du caoutchouc après. Du caoutchouc, il y en a partout sur la planète. En général, c'est du caoutchouc soit pétro-sourcé, donc on sait que le pétrole c'est crade, qu'il n'y en a plus en plus, mais que ça pollue. Ou alors il y a du latex à base d'EVA, et j'ai pas vu beaucoup d'EVA en Bretagne, en France ou en Europe de l'Ouest. Alors autant produire local et bio, et du pissenlit il y en a, ça permet de faire du caoutchouc local et bio. Là t'en es où, t'es les prototypages, crash test, tout ça? Ouais, voilà. T'en es où? Où est-ce qu'on peut déjà trouver des capotes à la sève de pissenlit? J'en suis pas encore au stade des capotes. Je fais des boules de latex, de latex de caoutchouc, donc du latex transformé, avec du soufre sur lequel j'arrive à faire quelques objets, des trucs comme ça. Le truc c'est que je les récolte à la main les pissenlits, parce que ça sort pas la tige, c'est par la racine. Donc voilà, je suis un petit clown qui demande aux agriculteurs, je peux squatter votre champ que vous n'utilisez pas et je vais ramasser des pissenlits. Donc ça les fait rire. Et comment tu fais ce genre de découverte? Est-ce que c'est grâce à l'open source et à tout plein d'experts qui savent que la sève de pissenlit ça a telle propriété, ou est-ce que comment tu fais en fait pour trouver de nouvelles idées, ou comment les experts en général cherchent et trouvent, expérimentent? Il y a l'open source évidemment. Quand on partage la connaissance, on apprend plein de choses, on peut découvrir, et effectivement on résout des défis quand il y a l'intelligence collective. Et si la connaissance est privatisée et enfermée, il ne peut pas y avoir d'intelligence collective. Donc heureusement qu'il y a l'open source. Je pense que le plus connu dans l'open source et dans la connaissance libre, c'est Wikipédia, mais il y a plein d'autres plateformes sur les sciences aussi qui existent, sur la fabrication numérique aussi aujourd'hui, donc il y a ça. Il y a aussi le fait de s'intéresser à la nature, comme je te disais tout à l'heure, juste de regarder la nature avec un regard d'enfant. On a fait avec le biome plusieurs formations avec des enfants, on les balade dans la nature, puis quand ils s'arrêtent, qu'ils font waouh, on leur demande pourquoi est-ce que tu dis waouh. Et quand un gamin te dit une coccinelle, elle peut voler, c'est bizarre parce que c'est pas un corps d'oiseau. Toi, tu es un adulte, tu comprends pas. Bah lui, il voit des super pouvoirs partout. Donc quand tu demandes à un enfant, il dit moi je vois une voiture volante. Mais il n'a pas tort. Si la nature le fait, il n'y a pas de raison que nous, les êtres humains, on n'y arrive pas. Est-ce que avec ces expéditions bucoliques avec les enfants, ça fait naître des projets un peu fous ou pas, à partir d'une idée d'enfant? Alors, je suis pas esclavagiste, alors je vais pas amener des enfants mineurs dans des Fab Labs au-delà que pour faire de la pédagogie. S'ils veulent prototyper des trucs, on peut faire avec eux, voilà, et plus de la sensibilisation. Avec des lycéens, ouais, on est parti sur des maquettes d'habitat inspirés du baobab, qui a des capacités structurelles et d'ingénierie top. On pourrait loger 9 milliards d'êtres humains sans abîmer la planète si on copiait les baobabs. Et on a lancé avec du design et du prototypage des étudiants l'année dernière, de première à Pontivy. Donc ouais, ils ont sorti des trucs dingues, des habitats à la fois flottants, submersibles, insubmersibles en même temps. Ouais, ça bouge. Ah, il y a des vagues, il y a des vagues. Donc voilà, on parle d'habitat qui flotte. Ils ont pensé l'habitat flottant avec la montée des eaux et tout. Ouais. Et c'est très surprenant de voir la maturité de pensée d'élèves qui sont en première, quoi. Oui, quand on leur donne l'opportunité de s'exprimer, ils sont tout à fait brillants. Ouais. Quel a été le projet le plus fou? Est-ce que tu veux nous parler d'un autre projet ou qui a le plus commencé c'est un truc, on s'intéresse aux infraterrestres. Tu vois, j'ai du mal à le dire. Tu connais infrastructure. Ouais, mais... Tu connais extraterrestre? Ouais. On va chercher beaucoup des petits hommes verts là-haut, savoir si on n'est pas seul en univers.
Mais en fait, ce qu'il y a dans le sol, les bactéries et les micro-algues, c'est la majorité de la biomasse sur la planète et on la connaît très peu, voire pas du tout. Donc on s'est intéressé à ça et comment faire un truc ludique, en gros, plutôt que ce soit 86 cm sous terre et que tout le monde s'en foute, parce que ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas l'aimer, et ce qu'on n'aime pas, on ne le protège pas. On s'est dit, ce serait bien de protéger les sols, donc on va faire aimer les bactéries du sol aux personnes. Donc on les ressort de terre, on les met à hauteur de Dieu, tout en les gardant dans le sol. Parce que bactérie est victime d'une discrimination négative par rapport au mot bactérie tout de suite. Ah oui, rien que le mot, ça fait peur. Hein. Le bactérie, c'est crade pour la plupart des gens, mais non. On a plein de bactéries sur nous, et si on les avait pas, on serait mort de toute façon. Voilà, mangeons des bactéries. Et donc voilà, on fait une espèce de trip un peu futuriste, artistique, sur lequel les bactéries vont pouvoir causer avec les êtres humains grâce à des jeux de lumière. Et ça va être des colonnes qui vont être posées à Nantes, à Rennes, à Lyon, mais à Bruxelles, mais à Berlin et à Austin. Et elles vont parler entre elles en plus. Attends, des colonnes. Ouais. Des colonnes de bactéries, ouais, voilà. Qui vont discuter entre elles. Ouais. Et on pourra avoir les discussions, nous en tant qu'êtres humains, dans des jardins. Comment ça va se... Je ne comprends pas. Tu prends, allez, on va faire un schéma sans crayon. Tu prends un tube de plexiglas, donc c'est transparent. Tu mets 7 couches de terre de différentes bactéries, donc ça fait déjà les couleurs différentes. Et puis elles vivent dedans. On ne met pas n'importe quelle couche, on les choisit bien et tout ça. Et puis c'est que de la terre locale. On va pas mettre de la terre de Paris à Nantes. On va utiliser la terre de Nantes. Et puis les gens pourront observer comment ça se passe. Mais comme c'est long, les gens dans un jardin public, ils n'ont pas la patience de s'arrêter. Donc on va relier avec des trucs qu'on appelle Arduino, Raspberry, qui sont des petites cartes comme ça, prototypées soi-même, qui vont mesurer l'activité bactérienne et de la microflore qu'il y a dedans, et les indicateurs de cette activité, c'est-à-dire gaz, taux de croissance, acidité. En fonction, ça allumera des LED comme ça, rapidement, donc ça fera joli, ça fera un peu artistique. Et comme ça, les gens sont interloqués, ils iront voir pourquoi les LED s'allument, et puis on aura des petits trucs qui leur indiqueront que les LED s'allument parce qu'il y a des bactéries qui sont là, et qu'il faut en prendre soin, parce que sans ces bactéries, il n'y a pas de sol sous tes pieds, il n'y a pas d'écologie, il n'y a rien du tout. C'est prévu pour quand ? Ça vient de commencer là, c'est le tout démarrage. J'en ai bricolé une ou deux qui ne sont pas encore connectées dans le centre Bretagne, là où j'étais il n'y a pas longtemps. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec des designers parisiens qui ont planché dessus. Enfin, en tout cas, je croise les doigts de les avoir convaincus. Il y a des amis à Lyon, donc un Hack-Lab aussi, un peu comme les cousins du biome, où on est cousins d'eux. Enfin, c'est pareil, qui vont plancher là-dessus. Donc voilà, c'est de l'intelligence collective. Le truc, c'est pas de faire la bêtise et la connerie tout seul dans son coin, sinon ça n'a pas de sens. Comme je te disais tout à l'heure, faire de l'écologie tout seul dans son coin, mais quelle idée de vouloir sauver le monde tout seul, on va pas y arriver. Il vaut mieux le faire à plusieurs. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ou un projet où je sais pas, quelqu'un était sûr que telle chose allait faire telle chose et qu'en fait pas du tout ou... Oh, ça arrive souvent. Projet foireux marrant. Ouais, mais c'est... Alors, l'une des choses dans ce qu'on appelle les Fab Labs, les hackerspace, les makerspace, là, tous ces mots un peu bizarres, où ça devient un peu intéressant pour tout le monde, le plus intéressant, c'est l'erreur. J'arrête pas de répéter un peu partout que ces lieux-là marchent parce que l'erreur... Parfois, c'est de l'erreur que créer que de... que tu apprends. Si tu cherches quelque chose et que tu le trouves tout de suite, t'as rien appris. Si tu cherches quelque chose et que tu te plantes et qu'il y a des erreurs, tu apprends quelque chose. À l'école aussi, il serait intéressant de remettre le droit à l'erreur. C'est par le droit à l'erreur et sa valorisation que tu te construis en tant qu'être humain. Et voilà. Donc le droit à l'erreur dans toutes les démarches qu'on fait, elles sont drôles. Des fois, on se met des barres de rire parce que quand tu prends des bactéries, comme on avait fait là... en mer à marée basse, tu mets des trucs pour que ça digère, puis en fait ça rate complètement, ça se met à puer, et ça pue partout où tu vis, c'est rigolo, parce qu'on n'a pas des grands lieux, voilà, on bricole chez nous, chez les copains, chez les copines dans les garages, donc quand ça rate, ça peut puer. Il y a les copines qui font des vêtements à base de bactéries aussi. Si tu fais ton sac à main ou ta veste avec ces vêtements et qu'il pleut, le truc dégouline sur toi, donc c'est beau, mais c'est rigolo, tu vois, il y a encore des trucs sur lesquels... C'est pas mal. Et aussi par rapport à l'erreur, parfois c'est l'erreur qui crée quelque chose. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le hasard, la sérendipité. Oui, là. Alors, voilà. Il y en a une... C'est bien sérendipité, c'est ça ? Ouais, sérendipité ou congruence. Ou voilà. Pendant la semaine de fabrication numérique, on avait amené un petit robot sous-marin à faire soi-même en open source dans une médiathèque à Fontivy. Tu vois, c'est dingue, hein. Des fois, il y a même les médiathèques... Et comme ils ont deux rivières, ils nous demandaient d'amener le robot sous-marin. Donc on était super fiers avec les copains c'est le robot d'Explore Roland Jourdain.
de leur amener le truc. Il y avait des dronistes, donc c'est plutôt les gens qui font voler des robots. Puis nous, on leur a dit, mais non, faut penser écologie, la ressource en eau, tout ça. Et le robot n'a pas marché. Donc là, tu passes 2 jours pour former des gens à construire le robot. Et le truc marche pas. Donc tu as la haine, tu as la honte, t'en peux plus, tu as les boules. Et en fait, le fait que le robot marche pas, bah, ça a agrégé plein de gens dessus qui se sont tous soudés en petite équipe pour réparer le robot et faire en sorte qu'il marche et pouvoir le mettre à l'eau au bout des 2 jours dans la rivière. Certains auraient appelé ça un hackathon, auraient payé très cher pour l'avoir dans leur entreprise. Bah, nous, ça a coûté que dalle. C'est juste une erreur de la cohésion et de l'intelligence collective qui a créé un moment humain très fort. Et ça a fonctionné? Non, le robot a été réparé plus tard. D'accord. Mais c'est un beau moment. C'est un beau moment. Mais il y a plein de gens qui ont appris, au niveau technologique, qui ont appris beaucoup de choses. Il y a des gens qui se sont rencontrés déjà humainement. Il y a des gens qui ont appris des nouvelles technologies. Ça a interloqué des gamins comme des adultes. Je suis tombé sur une gamine de 12 ans qui m'a dit, elle m'a tapé sur l'épaule, elle m'a posé des questions, mais de fou. Mais de fou. Mais même des ingénieurs en robotique ne me posent pas des questions comme ça. Et j'étais mal à l'aise, il y a des moments où je ne savais même plus répondre. Je lui ai dit, bah, je vais faire comme toi, je vais prendre mon ordi, je vais chercher. Mais elle était super passionnée, quoi. Elle était prête à démonter le robot à notre place. Et avant de partir, elle me dit, non mais tu sais, moi je veux faire ingénieur quand je serai plus grande et je ferai des trucs encore plus dingues. Et ça c'est magique, c'est surprenant. C'est quoi ton rêve? C'est quoi mon rêve? J'adore cette question. De faire en sorte que le biome fonctionne sans moi, que je parte faire d'autres choses encore plus dingues. Voilà, je te parlais de la sève de pissenlit tout à l'heure. Il y a des pissenlits sous-marins. Ah ouais? Ouais. Non mais les pissenlits, c'est bien les lion, fleurs là, que tu les fleurs jaunes et tout. Que tu souffles? Ouais. C'est pas celui qui souffle, tu les fais un aigrettes, rêve? Ça c'est les aigrettes. Des aigrettes. Ouais, ils sont bons. Et il y a des pissenlits sous-marins que j'aimerais bien aller explorer. Et pour faire Mais du donc bioluminescence. si tu souffles, ça marche pas dans l'eau. Tu peux te noyer. Ou alors faut qu'on copie les branchies des poissons et qu'on les adapte aux êtres humains pour pouvoir respirer sur l'eau. Peut-être un jour. Et donc ces pissenlits, ils ont d'autres propriétés magiques ou alors on est plus sur du règne animal que du règne végétal dans le fond sous-marin. Mais j'aimerais bien pouvoir un peu essayer de les comprendre, de les observer, puis voir ce qu'on peut. Si on pouvait faire la même lumière que eux font, on pourrait faire de la lumière dans nos jardins, puis on n'aurait plus besoin d'électricité qui pollue. Ce serait bien de faire la lumière à partir du vivant. Ah ouais, ce serait cool. Ce serait beau en plus. Ou on devrait peut-être plus avoir des lucioles sinon. Elles existent les lucioles. Oui, les lucioles aussi. Elles sont où? Là. Ouais, elles sont où? Il fait jour, là, elles sont cachées. Non, mais elles sont pas souvent ici en France, si? On en trouve dans certains bois en France, mais c'est des animaux qui sont très sensibles au changement d'écosystème et donc à la pollution. Et on pollue de plus en plus, surtout en ville. C'est pas... Je sais pas de quoi tu parles. Un dernier message pour la planète, pour tes proches, pour Jean-Jacques. Je réfléchis, je crois pas que je connaisse de Jean-Jacques. Ah ouais? Il y a Goldman quand même. Ah, il y a Goldman, oui, pardon, j'avais oublié. Pour mes proches, mes proches et la planète, c'est la même chose, quoi. Si la planète va mal, mes proches n'ont pas une grande espérance de vie. Prenez du plaisir dans la vie. Je crois que je lisais ce matin un truc assez intéressant. C'est la personne qui a planté un arbre de sa vie n'est pas morte en vain. Ça fait pas du vin, quoi. Ça fait pas du vin. Non. Par contre, ça plante des arbres et c'est bien de planter des arbres. C'est des petits gestes, hein. En fait, la question, c'est le matin quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais pour rendre la vie des autres plus agréable, plus facile et meilleure? Bah, planter une fleur ou planter un arbre. Moi, je plante un arbre virtuellement sur Goodid. Ah, je connais pas celui-là. Voilà. C'est Goodid, G-O-O-D-E-E-D. Tu peux soit planter un arbre, soit donner un repas, soit financer un vaccin en regardant une pub. Mais bon, c'est cool. Sinon, tu peux participer au bio. Mais moi j'ai envie de faire du moi ça c'est ça, j'ai envie de faire du concret. Si tu veux planter des arbres sans pub, bah tu viens. Si tu es encore à Nantes, le 1er octobre, on fait une soirée biomimétisme ici à Nantes. On a une campagne de crowdfunding en ce moment sur le potcommun.fr pour tout palier atteint. On plante des arbres et puis en plus, si c'est toi qui passe le palier, on donne le prénom à ton arbre.
Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que des arbres féminins. D'accord. On a Sabrina et Diane. J'aimerais bien, voilà, Ouais. à croire qu'il n'y a que les filles qui s'intéressent à l'écologie, les mecs Ouais. s'en foutent, je sais pas. C'est ça. Donc voilà, et puis faut venir récolter du pissenlit avec nous, ou aller chercher du plancton, voilà. Moi, je veux bien aller faire la plongée pour le pissenlit sous-marin. Ah ouais, alors ça je t'ai dit, c'est quand même un rêve, hein. Tu m'as demandé un rêve, Bah donc oui, c'est un mais- truc balèze. Ouais, on en parlait juste en off de chrono rêve, donc il faut que tu te donnes Faut que je me donne une date. une deadline pour y aller. Ouais. Hein. Mais ils sont en grande profondeur, les pissenlits sous-marins? Ouais, ils sont là où il fait noir quand même. Ah ouais, là où il y a l'ivresse des mers. L'ivresse des profondeurs. C'est dingue, c'est l'ivresse des profondeurs, ça existe. Bon, on va se quitter. Merci beaucoup, Xavier. Et bonne continuation avec le biome. Et voilà, Vogon. Vogon. Ouais. Vogon Allez, bateau, merci à Voilà, toi. merci.